Salut, c'est François Aboué pour Road Story. Aujourd'hui, je vais vous raconter une aventure en Fiat 124. Et oui, une histoire qui nous mène du Cap, en Afrique du Sud, au Cap Nord, soit 40 000 km en Fiat 124. Dans les années 70, Fiat a beaucoup sponsorisé d'aventures au bout du monde avec ses voitures et en particulier la 124. En 1970, un groupe de jeunes aventuriers partit au volant de 3 Fiat 124 spéciales pour un voyage sans précédent entre la ville du Cap et le Cap Nord. L'aventure était organisée par Fiat en collaboration avec la revue automobile italienne Quattro Ruote. Voici le récit de Riccardo Presotto, l'un des protagonistes. L'homme qui nous raconte cette histoire est Riccardo Presotto, un Turinois distingué. Il est né chez Fiat. Toute sa vie professionnelle s'est déroulée chez Fiat et il a beaucoup d'histoires à raconter. Il a été formé à l'école Edoardo Agnelli de Turin, un institut étroitement lié aux constructeurs turinois qui préparait les techniciens du futur. Riccardo fait partie des étudiants les plus brillants et fait son apprentissage dans l'univers de l'assistance automobile. Il commence son expérience professionnelle en faisant l'assistance des Fiat de rallye. Puis il suit le Tour d'Italie avant d'être employé dans les services vacances. 4 mois à patrouiller sur un bout de la route nationale Catane-Syracuse pour des interventions d'assistance technique. Un jour, on lui offre une aventure à ne pas manquer. Le duc Amédéo de Savoie-Aoste souhaite organiser un ambitieux raid automobile partant de la pointe extrême de l'Afrique pour arriver à celle plus septentrionale de l'Europe. Il recherche un technicien pour assister le trio de voitures engagées. Riccardo Presotto a assez d'assurance pour répondre présent. Il vient de fêter ses 24 ans. Les jeunes aventuriers engagés par le duc dans ce long voyage intercontinental ne sont pas beaucoup plus vieux. À peine a-t-il eu le temps d'accepter que Riccardo est déjà à l'œuvre pour préparer les voitures. 3 Fiat 124 spéciales, une voiture faite pour l'aventure, soutient Riccardo Presotto, robuste, simple et fiable. L'un des derniers modèles Fiat à propulsion qui présente un grand coffre, nécessaire pour y ranger les pièges de rechange et l'équipement. Elle présente aussi un coût d'entretien réduit, caractéristique idéale pour un parcours de 40 000 km. Riccardo Presotto et d'autres techniciens spécialisés de Fiat modifient les suspensions, équipent les voitures d'un filtre à air à bain d'huile, ajoutent une paire de phares, des protections pour le plancher et un arceau dans l'habitacle. Après avoir préparé les voitures, il est temps pour Riccardo de faire connaissance avec le reste de l'équipe. Il avoue avoir été un peu intimidé, lui le fils d'ouvrier qui se retrouve à Fiesole, chez la duchesse Irène de Grèce et du Danemark, pour la rencontrer elle et son fils Amédéo, duc d'Aoste. Il conserve un souvenir particulièrement tendre de la duchesse qui écrivit une lettre à ses parents pour les féliciter de l'éducation de leur fils, heureuse à l'idée qu'il veillerait sur son cher Amédéo au cours de ce difficile voyage. En plus du duc d'Aoste, à la tête de l'expédition, l'équipe comprend un groupe d'amis de l'aristocrate aventurier, les Toscans Uberto Bossi Pucci, Roberto Vivarelli Colonna, le photographe officiel de l'expédition Constantino Ruspoli et le journaliste Vincenzo Bartone. Organisé par Fiat, le raid des deux caps est sponsorisé aussi par 2 autres entreprises italiennes, Fondiaria Assicurazioni, excusez-moi de la prononciation, et Cinzano. Là, c'est plus facile pour moi. Il est suivi par la revue automobile Quattro Ruote, comme on l'a dit, avec les journalistes Clelia Donofrio et Giovanna Marzocchi, assignés à la chronique de cette grande aventure. En 1970, Quattro Ruote dédie 2 longs reportages sur l'ambitieux raid, un peu avant le départ et un à sa conclusion. Les 3 Fiat 124 spéciales partent de Mirafiori après avoir été photographiés avec leurs équipages respectifs sur la célèbre piste d'essai de l'établissement turinois. À Rome, les 6 participants embarquent pour la ville du Cap. Depuis le quai du Cap, le petit convoi se dirige vers Cap Point, l'extrême pointe méridionale de l'Afrique, véritable point de départ du voyage. Nous sommes le 24 juin 1970. Le timing est serré dès le premier jour. Le planning prévoit de réaliser environ 1000 km par jour avec des étapes dans les principales capitales africaines où les équipages peuvent séjourner à l'hôtel. S'il leur est impossible d'atteindre une ville avant le soir, les hommes dorment dans la voiture ou sous la tente. Chaque voiture peut compter sur 120 litres de carburant supplémentaire stockés dans des jerrycans.
Ils peuvent aussi compter de temps en temps sur le soutien d'un Fiat Campagnola conduit par un des mécaniciens locaux de la Fiat. Après le Zimbabwe, les 6 visiteurs arrivent en Zambie et s'arrêtent dans un petit village. Étrange hasard du destin, dans ce village perdu, Riccardo Presotto rencontre un ancien camarade de l'école Agnelli. Lui aussi, après ses études, était entré chez Fiat et une succession de coïncidences l'ont amené à travailler ici. Après ces retrouvailles inattendues, le convoi se remet en marche en direction du Kenya. Le trajet entre Nairobi et Addis Abeba se révèle être le plus difficile, les voitures étant confrontées à de nombreux obstacles. On peut citer la traversée du désert sur des pistes n'apparaissant même pas sur des cartes, ou certaines routes écroulées et donc inutilisables. Des rencontres avec la faune locale créent aussi quelques désagréments. Lors d'une étape nocturne, un guépard est renversé par l'une des voitures. Un autre jour, une des 124 se retrouve avec le pare-brise détruit par un aigle volant à basse altitude. Enfin, arrivés à la frontière éthiopienne, nos aventuriers sont bloqués par les douaniers, car ils n'ont pas de visa d'entrée. Ils ne peuvent pas revenir sur leurs pas, ni aller de l'avant. Ils n'ont aucune possibilité de communiquer avec l'Italie, il n'y a pas d'hôtel dans les environs et la nourriture manque. Ils campent donc dans un petit village et là, grâce à une heureuse coïncidence, apprennent l'existence d'un télégraphe à quelques kilomètres. La route pour y accéder n'est pas des plus faciles, mais les communications avec la mère patrie reprennent. L'aide venue d'Italie permet au groupe de résoudre leurs problèmes bureaucratiques. Après 5 jours d'arrêt forcé, ils peuvent repartir. La traversée de l'Éthiopie se poursuit sans complications. L'étape Moyale-Negel se révèle être aussi à la fois la plus courte et la plus longue du raid. 76 km parcourus en 18 heures à cause de 8 crevaisons. Les efforts du groupe sont récompensés par une réception fastueuse à la cour impériale. Les 6 jeunes Italiens sont accueillis par le Négus, Haïlé Sélassié, qui évoque les exploits d'Amedeo d'Aoste, oncle et homonyme du chef de l'expédition, surnommé le héros de Lamba Alaghi. Lamba Alaghi, une montagne de 3000 mètres, fut le théâtre d'une sanguinaire bataille lors de la Seconde Guerre mondiale. L'armée italienne était dirigée par le duc Amedeo d'Aoste. Une raison supplémentaire de gravir la montagne avec les 124 pour rendre hommage aux morts de la guerre d'Abyssinie. L'Érythrée marque la fin de la traversée de l'Afrique. C'est le moment d'entrer en Asie. Ne pouvant pas traverser l'Arabie Saoudite pour des raisons politiques, les équipages et les voitures embarquent en avion. Après avoir survolé la mer Rouge et la péninsule arabique, le trio de Fiat 124S reprend son voyage en Iran après un arrêt à Téhéran. Avec le passage de la frontière turque, le convoi connaît son premier et heureusement unique problème mécanique significatif du voyage. Le moyeu d'une roue avant de l'une des 3 voitures se casse sur la route non goudronnée entre Trabzon et Ankara. Dans le même temps, Amedeo d'Aoste est victime d'un malaise. Le groupe se sépare. Une partie part à la recherche d'un médecin, l'autre s'occupe de la voiture. Rapidement, le Duc et la Fiat 124 endommagés sont remis sur pied et le groupe repart plus déterminé que jamais à atteindre le Cap Nord. Depuis Istanbul, l'équipage arrive à Thessalonique et continue par la Yougoslavie. Pour rattraper le temps perdu, il traverse 2 pays en un jour. Les équipages arrivent enfin à Trieste, seule étape italienne du raid. C'est ici qu'Uberto Bossi-Pucci décide de quitter l'expédition. Après une nuit de fête et d'adieu, les 5 participants restants reprennent le voyage. Bien que bondées, les autoroutes européennes ressemblent à un rêve par rapport au chemin de multi-africains. La traversée de l'Allemagne est rapide, mais à Hambourg, les équipages apprennent une triste nouvelle. Uberto, quelques jours après avoir quitté le groupe, avait programmé une de ces plongées qu'il aime tant. Cette dernière lui fut fatale pour des raisons encore inconnues aujourd'hui. L'idée d'abandonner l'aventure traverse les esprits, mais ils décident néanmoins de continuer. Ils ne peuvent s'arrêter là et ne pas écrire cette nouvelle page dans le grand livre de l'histoire automobile. En mémoire d'Uberto, il faut plus que jamais finir l'aventure. Les 5 jeunes hommes décident donc de reprendre le volant et de repartir, mais pas avant d'avoir apposé un autocollant avec le nom de leur ami disparu sur le flanc des voitures. Les pays scandinaves se traversent facilement, le trio de voitures Fiat parcourt les routes du Danemark, de la Suède, de la Finlande, de la Norvège, avant d'atteindre l'objectif tant convoité, le Cap Nord. Le fantastique cadre du soleil de minuit accueille les 324 et illumine de rouge les landes désolées de l'île de Mageroya. Nous sommes la nuit du 14 août 1970.
1 mois et demi de voyage, 3 continents traversés, plus de 40 000 km parcourus pour une entreprise mémorable. 2 des participants décident de rentrer en Italie par avion. Ainsi, pilotant une voiture chacun, Presotto, Barton et l'inoxydable Luca Amadeo rentrent en Italie.